Mr. Yann Joseph, we are on air. Comment ça va, mon chum? Oh yes! Gros sujet aujourd'hui. Ouais. On a terminé notre été. On a fait un petit revue de notre été il y a quelques semaines déjà. Ouais. Normalement, le podcast devrait avoir sorti, j'espère. Avant celle-là, comme ça, j'ai pas l'air d'un épée à parler de ça. Mais qu'est-ce qui vient après, évidemment, la préparation physique hors saison? Donc, quand les jeunes ne sont pas en train de jouer au hockey, idéalement. Je sais qu'il y en a beaucoup. Puis quand on parle des jeunes, là, c'est vraiment les jeunes qui sont en développement, là, novices à midget. Ouais. On parle pas des jeunes qui jouent Ligue junior majeure du Québec ou que leur vie, c'est maintenant de jouer au hockey là, quotidiennement. Là. Les joueurs pros, etc. Souvent, sont pris en charge aussi. Ils sont pris en charge exactement avec des préparateurs physiques dans leurs équipes respectives. Là. C'est toujours parfait, peut-être pas, mais ils sont pris en charge. Puis il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Même midget, il y en a, mais on s'entend que c'est souvent des préparateurs physiques externes comme toi et moi qui vont prendre en charge les équipes. Puis ils vont faire des entraînements à 20 quelques joueurs de la shot. Là, fait que tu es limité un peu ce que tu peux faire dépendamment de l'espace et les outils que tu as. Ouais. Mais bref, le sujet de discussion aujourd'hui, c'est ce qui vient après tout ça. C'est l'entraînement qu'on appelle en anglais in-season, donc pendant la saison. Et ça débute aussitôt que les camps d'entraînement prennent leur envol. Donc, fin août, début septembre. Là, nous, on est déjà fin septembre. Donc, c'est les saisons de hockey qui, s'ils ne sont pas déjà commencés, vont commencer prochainement. Évidemment, on va en jaser tout le long du podcast aujourd'hui, mais je voulais voir un peu comment tu procèdes à Zone Sportive avec tes jeunes et tes plus vieux qui peuvent encore venir s'entraîner au centre. Ouais. C'est quoi, comment tu organises ça? Comment tu véhicules le message aux jeunes puis aux parents pour leur inculquer les bonnes pratiques pour ce type d'entraînement-là, puis à quoi ça peut servir? Ben, dans le fond, en partant, c'est du développement qu'on fait. Hein? On veut l'entraînement in-season, c'est continuer ton développement que tu as déjà mis sur pied, que tu as déjà entamé pendant l'été, ta préparation physique estivale, mais tu continues dans ta saison, cette partie-là, parce que en réalité, j'explique souvent qu'au hockey, c'est un petit peu un marathon qu'on veut faire. Là. On ne veut pas juste être bon une saison, puis on veut continuer à se développer, puis développer tous nos systèmes, continuer à développer notre force, notre stabilité, notre proprioception, travailler notre power, notre vitesse, etc. On continue à le faire pendant la saison. Bon, comment on fonctionne? Ceux qui viennent me voir, parce que généralement, c'est soit qu'ils n'ont pas assez de ce service-là avec leur équipe, puis si l'encadrement n'est pas fait. Donc, j'essaie de faire un horaire. Je regarde, okay, tu pratiques quel jour, c'est quoi tes games, etc. On essaie du mieux qu'on peut de pouvoir combiner l'entraînement avec ce qu'il y a à faire déjà, école, partie, pratique, etc. Pourquoi c'est important pour toi de dire faut que je comprenne l'horaire de l'athlète? Ben parce que dans le fond, on veut quand même maximiser ses gains. On veut pas tomber en surentraînement non plus. On veut pas tomber en surentraînement. On veut pouvoir bien programmer, bien périodiser ce qu'on va faire. On veut avoir un volume adéquat, un niveau d'intensité et un volume adéquat dans le type d'entraînement qu'on va faire. Fait que c'est quand même important parce que tu sais, on pourrait let's go dans le tapis, aller les let's go Léon, puis on pousse la machine. Le problème, c'est qu'on n'obtiendra pas les résultats qu'on veut. C'est comme ça qu'on agit si on n'a pas pris en compte l'horaire du jeune en tant que tel. Puis des fois, ça peut arriver qu'on puisse juste mettre une session par semaine de préparation physique. Est-ce que c'est assez, d'après toi, pour avoir des gains substantiels? Ben, c'est pas... une fois semaine, c'est peut-être pas la façon que tu vas avoir le plus de gains, mais tu as quand même des gains, selon moi, parce que tu vas travailler d'autres choses que tu vas travailler, que tu travailles pas, que tu fais pas sur la glace, justement. Tu sais, on va, dans un gym, nous autres, on travaille différemment. Là, on ne travaille pas comme sur la glace. C'est OK, tu joues au hockey, tu pratiques sur la glace, tu es sur une lame, ton bâton, etc. Mais il y a certains systèmes qu'on va travailler, puis on sait ce qu'on va travailler dans le gym. Puis justement, si tu ne maintiens pas, puis là, tout dépendant du niveau de l'athlète, mettons qu'on parle plus d'un joueur midget trop haut ou midget espoir, etc., bien, il a fait des gains en force quand même pendant la saison estivale. Si on ne fait pas au minimum du maintien, ça va être à refaire l'année d'après. Puis c'est ça qu'on veut. On est en progression. On veut justement que le joueur continue à évoluer et à progresser. Donc, si on ne fait pas au minimum ce maintien-là, bien, on régresse. Puis là, pendant la saison, ce qu'on voit, là, je vais parler juste surtout hockey,
ce qu'on voit, les joueurs deviennent... Ils progressent pendant la saison au niveau hockey, deviennent meilleurs sur la glace, plus habiles parce qu'ils ont mis plus de volume, sont plus habiles. Mais ils perdent leur qualité physique. Oui, ils sont moins forts, moins puissants, moins explosifs. Puis ça, même, tu le vois encore à des plus hauts niveaux. Là. Tu vois des niveaux juniors majeurs. Les joueurs, ils sont un peu moins rapides en fin de saison, sont moins explosifs, sont meilleurs au hockey parce qu'ils jouent plus de hockey. Sauf qu'imagine si on réussit à garder, c'était au minimum maintenir ce qu'on a gagné, les gains pendant la saison estivale. Ben, le joueur, déjà là, il vient d'upgrader sa game parce qu'il est plus puissant, plus fort. Puis à partir de là, la saison d'après, on est encore en train d'évoluer. Fait que là, on a une programmation qui se passe sur des années et non juste sur une saison estivale. Tu sais, là, petite progression. L'année d'après. Fait qu'on n'est pas toujours en train de revenir à la même place pour remonter. T'sais, on progresse graduellement. Ouais. Puis sur 4 ans, ben là, le joueur, c'est plus du tout le même joueur. Là, puis en plus, il y a le facteur qui est le développement naturel de croissance et tout. Donc, c'est sûr que quand on réussit à faire ça avec des athlètes, puis que que ce soit les parents ou les jeunes qui nous font confiance, même quand ça soit un bas âge, c'est vraiment pertinent de le faire là, parce que où ce qu'on va être dans 4 ans, ça va être assez impressionnant là, versus celui qui n'en a pas fait, là, qui a commencé un peu plus tard, qui en fait in and out, ou qui n'en fait pas du tout. C'est sûr que ceux qui vont faire la préparation physique in season vont avoir des gains substantiels je suis d'accord. à remarquer. Là. Puis c'était intéressant ce que tu dis. Je saute là-dessus direct parce que les gens pensent que je joue au hockey, je pratique le sport du hockey. C'est assez pour garder mes acquis. Puis c'est pas vrai. Parce que justement, les demandes du sport sont tellement différentes de ce que tu as besoin de faire pour améliorer, exemple, ton coup de patin sur la glace, tes changements de direction, un freinage, ton top speed, etc. Il y a une partie que, oui, il faut que tu transfères sur la glace, mais si on était capable de garder ça juste à jouer au hockey, ben les Sidney Crosby de ce monde, ils ne feraient pas d'entraînement pendant la saison. 3 à 4 fois, c'est pas plus par semaine. Donc, chez un jeune, c'est encore plus important parce que, comme tu disais tantôt, si tu veux faire en sorte que tu te démarques des autres, moi, on ne fera pas tous premièrement, ils ne seront pas tous dans la Ligue nationale, mais encore plus loin, si tu veux te démarquer dans ce sport-là, il faut que tu sois le gars le plus en forme à tous les niveaux. Puis ça, c'est malgré le talent. Parce qu'au final, des gars là, qui vont jouer sur la première ligne, premier power play, dans la meilleure ligue au monde, c'est les doigts d'une main. C'est déjà les doigts d'une main, ceux qui vont être appelés à jouer dans la Ligue nationale. Fait qu'imagine, tu as la chance de jouer sur une 4e ligne. Faut que tu sois le gars le plus en shape, sur la glace, that's it. Donc, ça paraît pas beaucoup, mais si tu es 6, 8, 9 mois à pas faire d'entraînement, puis que tu te déconditionnes, puis comme tu disais tantôt, tu arrives au printemps pour commencer ta préparation sportive, ta préparation physique durant la hors-saison, puis que tu n'as pas touché à une barbell, tu n'as fait aucun mouvement, tu n'as pas fait de posturologie, tu n'as pas travaillé tes yeux depuis 8-9 mois, c'est quasiment comme si tu avais à reprendre pas du début, mais t'as une grosse partie que t'as manqué. Puis le pire là-dedans, c'est que les gars arrivent, ils finissent leur saison, ils prennent des fois 4, 5, 6, voire 8 semaines off complètement d'hockey puis d'entraînement. Parce que s'entraîner, on le sait, ça fait mal. Nous autres, on le fait à l'année. On sait que ça ne tente pas tout le temps de rentrer dans le gym puis faire nos minimums de 4 sessions par semaine. Parce que c'est déplaisant. T'sais, on est des préparateurs physiques, mais c'est pas parce que tu tripes sur la préparation physique que tu aimes ça arriver en dessous d'une barre de 300 livres et faire 4 reps avec. Là, donc, il y a toute cette mentalité-là à changer où il faut s'assurer que les parents, les athlètes prennent de leur temps ou ce qu'ils vont faire peut-être plus de glace à un certain moment donné, surtout à l'automne pour faire le transfert. Mais il ne faut pas négliger la préparation physique pendant la saison. Surtout encore plus chez des jeunes athlètes qui n'ont pas nécessairement cette dynamique-là. Exemple, à l'âge Pee-wee Bantam, puis même avant ça, où ce que c'est pas mis de l'avant du tout, parce que il y a des vieux mythes, des vieilles conceptions où ce que l'entraînement chez les jeunes, c'est même délétère pour leur progression puis leur développement. Alors que c'est carrément l'opposé de ça. Après ça, il faut que ça soit fait de la bonne façon. Puis c'est le sujet de discussion aujourd'hui. On veut voir, on veut rentrer dans les méthodes d'entraînement, les étapes, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en premier versus qu'est-ce qui vient plus tard dans le développement. Donc,
je te fais sauter là-dessus, puis je te donnerai mon point de vue. Je pourrais te relancer plus tard. Mais au-delà du fait de la façon que tu nous as présenté que tu travaillais à Zone Sportive, maintenant, guide-nous un peu à travers c'est quoi les différences d'entraînement entre un jeune de 6 ans versus un jeune de 15? C'est quoi les étapes? Comment tu vas travailler? Ben, c'est sûr que c'est bon de faire les comparaisons parce que c'est sûr que justement, un jeune, on veut y apprendre justement comment bouger. C'est quoi les mouvements de base? On veut y apprendre techniquement qui va travailler avec des poids. Là, le monde va dire ouais, mais sa croissance, non, on prendra jamais des poids assez lourds pour que ça nuise à sa croissance. Puis ce qu'on a vu, encore là, il y a vraiment un bon mythe. C'est vraiment un gros mythe, ça, l'entraînement et la croissance. Les seules choses qu'on a vues en littérature, puis qu'est-ce qui nous fait dire ça comme mythe, c'est que dans le fond, c'était des jeunes bodybuilders. Des jeunes bodybuilders qui avaient genre 10 ans, mais qui faisaient un volume d'un athlète de bodybuilding. Genre, le volume était beaucoup trop élevé. Volume, puis incluant fréquence, là. Volume, je parle de fréquence, le nombre d'entraînements, le temps d'entraînement, à la limite, le poids qui était rendu qu'il levait, mais c'était même pas tant le poids que la quantité d'entraînement qu'il avait fait. Pas de récupération. Puis dans le fond, on parle de... Les gymnastes, c'est un peu le même principe, là. C'est différent, là. Les autres, ça nuit à leur croissance parce que leur volume d'entraînement est beaucoup trop grand. Tu es dans une étape de développement, il faut que tu maximises, exemple, nutrition, récupération pour la croissance de ton corps. Si tu es tout le temps en développement musculaire puis en catabolisme, donc tu crées de la dégénérescence sur le système à court terme, ben, cette énergie-là que tu es supposé utiliser pour croître est utilisée pour faire les réparations des activités que tu as faites. C'est pour ça que je pense que les mythes de croissance proviennent de là. Ben oui. Les gymnastes s'entraînent, il y a souvent des 6 heures par jour. Là. C'est des affaires de fou. Là. Fait que, moi, j'adore la gymnastique moins compétitif pour les jeunes. Ouais. Pour leur développement à eux. Ben mais sinon, le sport est incroyable. T'sais. Mais tout ça pour dire que c'est pas si tu fais 2-3 entraînements d'1 heure dans la semaine, mettons que tu en fais 4, t'es pas sur entraînement. Là. Un jeune est capable de faire ça facilement. Là. C'est plus dans comme j'expliquais, c'est plus dans le type d'entraînement, puis surtout dans le volume qui fait la grosse différence. Puis l'organisation des entraînements dans la semaine. Si tu fais 4 entraînements en force avec un jeune de 8 ans, ben là, peut-être que tu n'as pas compris la physiologie humaine puis tu devrais retourner à l'école. Mais si tu mixes différents styles d'entraînement qui reproduit un peu ce qu'on faisait nous à l'époque. Tu sais, une journée, je pourrais prendre mon vélo puis j'allais pédaler dans la montagne puis à cause que j'avais le sens compétitif avec mes chums, c'était celui qui finissait le premier à trail, ben, je venais de travailler des systèmes énergétiques différents que quand je m'en vais voir ma copine de 12 ans puis qu'on allait marcher puis que pour me rendre chez eux, ça me prenait 30 minutes puis j'avais un steady state cardio. Puis que 3-4 fois dans la semaine, je jouais au hockey-ball dehors avec mes chums puis que là, je travaillais un autre système énergétique, mon explos. Tu sais, c'était ça à cette époque-là. Puis je n'étais jamais en surentraînement. Pourquoi? Parce que je variais les types d'activités sportives que je faisais. C'est un peu ça, dans le fond, la préparation d'un jeune. Ben oui. Tu veux travailler d'autres habiletés. Ouais, tu veux avoir de la variété. On veut comme agrandir son cercle d'habiletés, varier justement qui va améliorer plusieurs skills. Je vais le dire en anglais encore. Ton père ne sera pas content. Les habiletés motrices. Qui va faire que son développement devient meilleur. Puis qui va faire que quand il va être prêt, quand il va avoir 15 ans, 14, 15 ans, tout dépendant de sa croissance. Oui, il y en a que c'est 12, 13, mais typiquement, 14, 15 ans, il faut que tu aies commencé. À mettre la charge, qu'on améliore encore plus la force. On va travailler plus dans ces systèmes-là que là. Oui, puis tu vas être proche d'un effort. Tu sais. Je saute là-dessus parce que les gens, il faut qu'ils comprennent. Si je fais 4 répétitions avec une petite fille de 7 ans, ça ne veut pas dire que je load la barre pour un 4 répétitions maximal. C'est que tu veux la qualité de mouvement. Ben oui, je veux 4 reps, puis peut-être que le facteur, c'est de la vitesse. Avec les systèmes e-node qu'on a maintenant, on peut calculer la vitesse. Fait que je mets une charge X qui me permet de produire une vitesse X, mais il n'y a aucun détriment à la technique tout le long de l'exercice. C'est pas une charge pour développer de la force comme je ferais avec un jeune de, par exemple, 14-15 ans qui est dans une phase où il faut qu'il prenne de la force. Donc, tout ça, il faut comprendre ça. Un programme de 4 reps pour un jeune de 6-7 ans versus un jeune de 15, c'est pas le même programme d'entraînement, c'est pas le même stimuli d'entraînement. C'est ton intention qui est différente. Exact. C'est pas parce que, justement, comme tu as dit, c'est pas parce que tu fais du 4 reps que tu travailles nécessairement en force en vrai 4 RM. Là. Ben oui. Fait que là, dans le fond, c'est encore là ce qui est le fun avec l'e-node, c'est que tu peux décider. Tu veux travailler justement en vitesse, ben tu l'as exactement à chaque répétition. Fait que tu veux 4 répétitions de qualité,
Puis si finalement être un peu trop lent, ben ça qu'on décharge un peu parce que ou que tu dis ben pousse un peu plus, voir si c'est juste toi qui poussais, c'est juste l'athlète qui poussait pas assez. Ouais, juste de développer cette habilité-là, de recruter les muscles de façon optimale, c'est pas évident. Ça prend des années à construire. Fait que si tu commences ça, les gens se plaignent tout le temps. Quand ils rentrent dans le gym, pourquoi? Ah, mon gars, il manque de vitesse. Ah, ma fille, il manque de vitesse. Il manque de vitesse. C'est tout le temps la même affaire. Puis c'est rendu une game de vitesse. Donc, si tu suffis juste à amener l'athlète sur la glace pour développer de la vitesse, tu tires dans le pied. Pour développer le système nerveux, c'est un ensemble de composantes, dont la posturologie, la stabilité, les systèmes sensoriels qu'on parle tout le temps. Mais après ça, il faut que tu enseignes à l'athlète à développer de la vitesse et à recruter ces muscles-là de façon efficace. Et le Inode, c'est un outil merveilleux pour ça. C'est pour ça que tu as mentionné posturologie, mais c'est pour ça que dans le fond, souvent, c'est tout le temps ça. Là. Mon gars, mon jeune, ma fille, il faut qu'elle gagne la vitesse. Mais là, est-ce qu'il est stable? T'sais? Là, c'est là que je veux voir. Il faut que je l'évalue une première fois. Parce qu'il faut que je l'évalue. Est-ce qu'il est stable? Parce que c'est dur de développer en déséquilibre. Si tes pieds font ça de même, tu ne développes pas de vitesse. Le système vestibulaire se promène de droite à gauche avec le corps qui oscille de partout. Fait que ça part de là. Après ça, bon, tu es stable, OK, on peut travailler, mais on ne va pas juste travailler juste de la vitesse. Là. C'est un ensemble. C'est un continuum. Puis dans le fond, parce que côté proprioceptif, c'est adéquat. Puis c'est sûr que même l'entraînement, de travailler en isométrie, c'est super efficace, même à tous les âges. Avec les jeunes, c'est bon. Encore plus. Ils commencent à comprendre leur corps un peu plus. Ils comprennent, OK, comme ça. Meilleure proprioception, meilleure conscience de soi dans l'espace. Oui, exact. Fait que ça, c'est des systèmes que si tu fais pas ça, ben, tu travailles pas avec des jeunes. Ils travaillent carte une autre clientèle que les jeunes. Écoute, je reviens sur un autre podcast qu'on avait fait avec Christian Thibodeau. Ouais. Ça nous avait tellement rejoint parce que, évidemment, c'est pas flashy de travailler avec un kid de 6 ans. Puis ça peut être demandant cognitivement pour l'entraîneur. Puis même pour le jeune, c'est pas agréable nécessairement, mais il y a tellement un payback incroyable d'enseigner à un jeune de cet âge-là quand il arrive même à 10 ans où il y a un peu plus conscience qu'il faut qu'il soit bien sérieux dans sa préparation physique, d'en faire un athlète de haut niveau. Il faut qu'il soit dans cette zone-là dans ta tête. Il faut que tu développes ça. Puis je trouve que c'est ce que ça fait également, c'est que les jeunes qui commencent très jeunes, ils voient les autres athlètes plus vieux, comment ils se comportent dans la salle d'entraînement, comment ils s'occupent de leur corps. Puis rapidement, c'est pas de prendre ça trop au sérieux, mais de mettre vraiment ton effort maximal dans chaque répétition, d'apprendre ça jeune quand tu arrives après ça à 14-15 ans. On n'a pas ce travail-là à faire comme préparateur physique. C'est un monde de différence. Parce que là, tu as un athlète qui est prêt mentalement. Ça arrive qu'il y a des jeunes qui arrivent à 14-15 ans qui ne s'étaient jamais vraiment entraînés de leur vie avant. Exact. Ça arrive très souvent. Ça arrive. Mais si on compare avec les autres, qu'on a commencé jeune, c'est comme tu as dit, c'est des années-lumière de différence parce que tout est à montrer ou presque. C'est sûr qu'il y a 14 ans. Fait qu'il t'a déjà, cognitivement, il est plus évolué, etc. Mais dans sa fondation, sa façon de s'entraîner, c'est tout à montrer. Fait que là, il est à un moment qu'il veut jouer MJ 3, ça va jouer l'année prochaine MJ 3, il veut monter le plus haut niveau. Là, c'est là qu'il se réveille. Là, Caroline, il faut que je m'entraîne. Mais là, il y a comme pas les bases pour le faire. Fait que là, le temps de rentrer ça. T'as 8-9 semaines, 10 semaines. Les autres, ils ont déjà pris une couple de steps en avant. Moi, Yann, là, j'ai des kids qui ont en bas de 10 ans qui, techniquement, neurologiquement, posturalement parlant, sont à des années-lumière de des jeunes qui sont à un âge pour faire de l'entraînement de la force. Puis je peux pas en faire. Je peux pas. Pourquoi? Parce que je vais ajouter du power, de la force sur un corps qui est tout asymétrique, premièrement, qui ne connecte pas bien avec le reste du système. Puis j'aurai pas de transfert sur la glace. Non. Donc, j'ai pas le choix de revenir et travailler les bases. En plus, le risque de blessure est trop grand. Fait que c'est pour ça que les parents font comme là, écoute, je voudrais que mon kid s'entraîne dans un groupe de 6-8 puis que ça me coûte 25$ la tête. On fait pas ça, ce service-là. Pourquoi? Parce que j'aurai pas les résultats. Puis finalement, je vais juste devenir une business d'entraîner des gars de 15 à 17 ans qui vont nulle part dans leur carrière après ça. Ça m'intéresse pas, ça m'a jamais intéressé. Moi, je veux prendre un kid de 10 ou, idéalement le plus jeune possible, mais si j'en ai un même de 14 qui a jamais fait toucher à ça, on va partir, man, au début. Comme mon kid de 6 ans, si t'as pas
ces bases-là. Fait que ça, c'est la responsabilité des jeunes et des parents de s'informer, de s'éduquer sur ça, parce que c'est un game difference. Nous autres, on le voit, un jeune qui développe ses sens, qui développe son système tonique postural de façon efficace, qui se ramasse avec des yeux qui convergent, des pieds qui sont en contact au sol de façon égale, et un système vestibulaire efficace, puis après ça, ben, toute la gamme de réflexes qu'on connaît. Mon Dieu, écoute, après ça, là, tu regardes ça se développer, cette bébite-là. Tu es en train de le faire devenir un humain ultime. Ouais, exact. Un humain ultime, puis après ça, il ira bien où ce qu'il veut là-dedans. Ben, il fera ce qu'il veut. Hey, fera ce qu'il veut. Tu veux devenir... tu veux jouer au hockey, tu veux faire du patin, tu veux faire ça. Qui est écrivain, quoi que ce soit. C'est ça, le mandat, en fait. Je pense au-delà de les faire devenir en premier lieu, là, au lieu de les faire devenir des bons athlètes, c'est de leur donner accès à être l'humain, la meilleure version d'humain qu'ils peuvent devenir. Puis avant même de parler de préparation physique, là, entraînement classique, il faut tomber dans tout ce qui est le régiment postural. Absolument. Moi, de mon côté, c'est sûr que ça commence toujours par ça. Puis si j'ai un parent qui vient pour de la vitesse, ben idéalement, j'essaie de lui montrer qu'avec les outils qu'on a maintenant, Biotonix, les tests manuels qu'on a, mais que les déséquilibres que vous voyez présentement vont altérer la performance. Puis, ultimement, une chance qu'il y a un lien direct entre tous ces éléments-là de déséquilibre et de la performance à la glace. Maintenant, là, c'est rendu facile. On en a tellement fait. Le jeune de 10 ans rentre, il a les pieds disharmoniques au sol. Puis là, ben, tu prédis. Il tourne moins bien. Non, mais... changement de direction moins efficace, moins stable sur le genre-là, blablabla. Donc ça, c'est un gros atout pour nous pour amener les gens à faire ça en premier. Puis si... Moi, je sais que tu es comme ça toi aussi, mais on est le plus transparent possible. Si vous avez 2000$ à investir sur un an sur de la préparation physique sportive, commencez avec la posturologie, s'il te plaît. Moi, je démarre pas. Si c'est une question de budget, vas-y avec la posturo, ton kid de 10 ans. Il sera pas plus rapide après cette année-là, de toute façon. Là. On va avoir des petits gains sur la glace, là, mais c'est pas un an que tu changes la performance sportive d'un jeune, c'est sur le long terme. Et c'est là que je reviens à notre argument du début. Même à une fois semaine, pour l'avoir vécu avec multiples athlètes en bas âge, avec tout ce qu'ils ont déjà à faire. Souvent, ces athlètes-là, ben, ça ne joue pas juste un sport en plus, puis ça veut faire autre chose que de jouer au hockey. Ils veulent vivre, puis on les colle, puis les parents, puis le stress, d'amener le kid au gym. Moi, une fois par semaine, là, à 2 fois, là, max pour des jeunes en bas de 12-13 ans. Puis écoute, les gains sont incroyables. Incroyables. Fait que vous avez un certain montant à mettre, mettez ça sur tout ce qui est développement des réflexes, développement des systèmes sensoriels comme la posturologie. Puis c'est ce qui va vous donner les meilleurs gains pour le temps et l'argent investi. Il n'y aurait rien qui va à côté ça. T'sais. Puis après ça, ben là, on va pas s'attaquer à l'entraînement. Ben oui, ça sera l'année 2, au pire. Au pire, là. Alors, au pire. Puis au pire, tu donnes un programme au kid, tu fais ça par toi-même une fois par semaine, faire un petit peu de plio chez vous, commencer à lever des barres. J'en suis des jeunes à travers le Québec, même au Canada, qui font de l'entraînement chez eux, se sont équipés un peu, ils peuvent pas venir au gym, je le vois. Ils ont une amélioration, aux autres aussi, mais en même temps, c'est sur quoi qu'on pousse? On pousse sur la posture, ça fond la caisse, puis ces kids-là se blessent plus, puis ces kids-là ont plus de problème de développement, sont plus d'un net, puis je pousse mieux de la droite, de la gauche, puis le coach des goalers qui dit, écoute, sa mitaine, c'est une faiblesse, là, ça devient une force, parce que la coordination à main est beaucoup meilleure. Donc, écoute, c'est l'ensemble de ces choses-là qui ne sont pas pris en charge parce qu'on veut le résultat le plus rapide, le plus alléchant. Écoute, je veux que tu l'entraînes pour qu'il aille plus vite. Même s'il est bon à 10-11 ans, on s'en fout. Là. On s'en fout complètement. Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Je veux dire, s'il ne se développe pas par la suite, ça donne le cas d'être bon à 10-11 ans. Tu étais bon à 10-11 ans. Et c'est le parent qui est le problème. C'est pas le jeune. Le jeune, là, il veut jouer au hockey. Il veut jouer au hockey. Oui, ils veulent être bons, ils veulent montrer à leurs parents, ils ont marqué un but, on a fait un tour du chapeau. C'est super cool, ça fait partie de la game. Mais le parent, il regarde son gars, puis surtout au Québec, puis on le voit déjà aller avoir un scholarship à l'université ou jouer dans la Ligue junior majeure du Québec parce qu'il y a un statut social qui vient avec ça. Les parents qui ont des enfants au Québec qui sont bons au hockey,
sont mis sur un piédestal parce que, lui, potentiel génétique ou il y a un avantage sur les autres. Qu'est-ce qu'il a fait que mon kid n'a pas fait? Puis là, tu essaies de te mettre chum avec le parent pour savoir, c'est quel coach que tu vas voir qui va faire la différence sur mon kid. C'est tout le temps la même affaire. Puis même, tu dis ça tantôt, mais c'est pas garanti que même le gars midget 3 qui domine, que c'est lui qui va devenir le meilleur joueur. Il y a un paquet d'exemples de gars qui se ramassent même dans la Ligue joueur majeur du Québec qui était bien meilleur midget 3. On a eu ton cousin exact. Yannick Léo, il expliquait qu'il a dominé tous les niveaux. Ouais. Puis j'ai joué 10 games dans la Ligue nationale. C'est ça. Moi, j'ai joué avec Pascal. Non, mais dominé d'un autre niveau en plus. Non, là. J'ai joué contre. Il a fait 70 buts juniors. C'est ça pour rapport. C'est ça. Puis, il y a eu, moi, j'ai joué avec un joueur comme Pascal Dupuis, qui est devenu bon à 19-20 ans. Puis, à la limite, il a rentré dans la salle, pas tant prévu. Là. Il n'a pas été repêché. Non. Il a été invité à un camp, il a signé un contrat à un moment donné, il est rentré là. Puis, il a eu une super carrière. Il a joué juste un premier trio. Avec Sidney Crosby. Sidney Crosby voulait l'avoir sur sa ligne continuellement. Pendant des années. C'était une brute d'entraînement aussi, d'ailleurs. Pascal. Mais tu sais, c'est juste pour dire que le développement, c'est sur un. C'est très long terme. C'est sur une échelle, c'est sur un temps. L'espace-temps, c'est comme je dis, si t'es bon à 9, 10 ans, on s'en fout. Si t'es bon à 15 ans, tant mieux. Là, mais tu veux continuer à progresser. Ça commence à être intéressant quand t'es bon à 15 ans. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est là que ça devient. Qu'on parle souvent de ça, la mafia hockey Québec, la mafia du hockey, puis les gens qui sont prêts à n'importe quoi pour que leurs jeunes, puis fassent le 3A pour pas jouer dans le 2 lettres ou quoi que ce soit, ou même le simple lettre. On n'en a rien à foutre. Parce que déjà l'année prochaine, la croissance de ce kid-là est peut-être différente qu'un gars qui joue dans le 2A, puis finalement, c'est lui qui se ramasse à jouer Bantam, triple lettre, puis relève, whatever, puis il est meilleur. Fait que on s'en fout. On n'en a rien à foutre. Puis même Bantam, peut-être que le kid qui en a perdu un peu cette année-là au 3A, 2 ans plus tard, ben là, il a rattrapé, il s'est investi un peu plus dans le gym, puis tout ça peut tellement changer. Quand je vois les parents arriver et dire « Écoute, je veux que mon kid, là, son coup de patin, c'est ça qui l'empêche de dominer à son niveau. Je vais mettre 12 séances, une fois par semaine sur 3 mois, puis qu'ils s'attendent à voir le kid, tu sais, complètement différent en fin de ça. Le pire dans tout ça, moi, c'est jamais mon objectif, mais souvent, c'est que j'ai un feedback que ça change. Ah ben oui! Parce que là, parce qu'on a travaillé. Moi, dans le fond, je suis pas en train de leur dire qu'il va être plus rapide. Mais dans le fond, ce qu'on va travailler, on intègre la posturo, on intègre juste d'avoir une meilleure conscience de son corps en entraînement. 100%. On travaille d'autres habiletés. Puis finalement, il est plus stable, il est plus solide. Puis juste ça va faire que tu vas générer une meilleure vitesse. Le temps de réaction va être meilleur. Exact. Fait que, dans le fond, moi, quand le parent, en même temps, c'est plus de nous autres de les éduquer un peu. Puis je sais qu'ils se sont fait dire « faut gagner la vitesse, faut gagner la vitesse. » Mais dans le fond, je suis conscient, là. Alors, la game, tout le monde, il faut gagner la vitesse. La game, c'est de la vitesse. C'est sûr qu'il faut que tu en gagnes. C'est juste que c'est pas ça qu'on va aller travailler directement. Juste ça, parce que ça serait contre-productif. Puis même avec un athlète de 22 ans qui joue professionnel, des fois, tu regardes ça et tu fais comme... Tu t'attends à ce que le gars ait toutes les fondations, parce que c'est un athlète de haut niveau, il joue professionnel, il est payé pour jouer au hockey, rendu au plus haut niveau. Puis c'est pas ça que tu as à travailler. Il y a encore des éléments avant de dire, OK, je fais de la vitesse pure avec cette personne-là, puis je peux tout transférer. Des fois, ça prend un autre 5 ans. Faut que tu l'amènes à 27 ans. Puis là, OK, tu peux dire, écoute, on passe notre été à travailler le transfert pour que tu sois plus vite sur la glace. Ben ça, c'est pas rare que ça arrive. Là. Des gars pros qui se sont vraiment jamais entraînés avec un préparateur physique, qui n'ont pas les fondations, ils n'ont pas assez de force, ils n'ont pas assez de connexion avec leur corps pour que tu puisses faire de la vitesse pure. Au hockey aussi, moi, ce que j'ai vu, là, les joueurs de hockey, les patineuses artistiques, j'ai pas vu de skieurs. Fait que je sais que Paul Gagné parlait souvent des skieuses, que ça l'arrive vu qu'ils sont dans une botte souvent dans leur sport beaucoup. Moi, ce que je remarque par contre dans les joueurs de hockey puis les patineuses que je mets en nu-pied, là, première fois que je les vois, c'est que je trouve que leurs pieds sont souvent catastrophiques. Fait que c'est sûr qu'en partant, là, tu rencontres même s'il a 22 ans puis il est déjà bon, l'athlète, là. Il y a un paquet de déséquilibre. Je le mets nu-pied, puis ses pieds, ils font ça. Il est foire nu-pied ou un pied plus que l'autre. Je le sais tout de suite que si je me mets à travailler là-dessus,
je viens déjà de l'améliorer. Là. On va l'améliorer, c'est sûr. Là. Ouais. On va déjà voir de même en montant. Là. Ouais, puis c'est instantané en plus. Là, c'est dans la même session, tu le vois que c'est mieux. Là, dans le fond, faut passer par là. On va parler de... Comme je dis, moi, j'aime ça quand on est rendu plus loin. Que là, j'aime ça travailler cette base-là. Mais quand on est rendu plus loin, c'est sky's the limit sur le type d'entraînement qu'on va faire. Là. On va travailler de l'explosion, de l'iso inertiel dans le tapis, des sprints que j'ai même pas peur que l'athlète se blesse. Là. Je me dis, il va pas se claquer. Capable de le prendre. Il va pas se claquer un ischio et se claquer l'aine en faisant cet exercice-là. Ouais. Son corps, il compense pas. Let's go, on est rendu là. Mais avant de se rendre là, on a une méga job à faire sur la base. On dit souvent ça, là, sur la base. Travailler plusieurs habiletés, travailler plusieurs skills. Puis on peut commencer ça à un jeune âge. Mais on a commencé ça à un jeune âge, justement, quand on va être rendu à 22 ans. C'est là qu'on va s'amuser, là. Ou quand on va être rendu à 16 ans ou à 15 ans, on va s'amuser en tabarouette sur les types d'entraînement qu'on va faire. Mais si tu commences à cet âge-là, ben justement, ça se peut que la première année, pas que tu t'amuses moins, mais tu ne fasses pas nécessairement tout ce que les autres font à côté parce que t'es pas rendu là. Exact. Tout simplement, t'es pas rendu là. Donc, c'est pour ça que dans ce qu'on veut faire ou ce qu'on fait, c'est pas assez de travailler avec un athlète juste 8-12 semaines. Là. Ben, c'est assez pour le préparer pour son camp d'entraînement. On va faire du mieux qu'on peut avec le temps qu'on a, mais si on est capable de suivre l'athlète sur un an ou qu'on sait qu'il fait de la préparation physique sur un an, ben là, comme je dis, là, on parle en années de progression et non juste, on ne va pas juste dans un entonnoir puis on parle pour un an. Là. On va dans une année sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, comme un athlète olympique. Là, et dans le fond, la vision qui est faite à un olympique là, hop, dans 4 ans, c'est là qu'il faut que ça soit son pied. C'est les cycles, oui, exact. Ouais, puis il y a des changements dans la carrière d'un joueur de hockey aux 4 ans. Tu sais, quand je regarde, mettons, entre 15 et 19, c'est des étapes quand même assez importantes. Entre 11 et 14, ou entre 11 et 15, ben là, tu sais, c'est comme... Là, tu sais comment patiner, tu sais comment dribbler une puck, tu sais comment shotter. Là, t'es déjà dans le OK, on veut que ce qu'on fait dans le gym, ça soit transférable pour que quand l'athlète arrive à 14 ans, ben là, on est prêt à travailler des qualités physiques qui sont un peu différentes, que ce soit une prise de masse musculaire, gagner de la force, gagner du power. Mais avant ça, on est plus dans la motricité fine, là, tu sais, ou de s'assurer que le cerveau, quand il décharge l'information vers les muscles, mais ça fire, là, tu sais, ça y va là, à fond la caisse. Ouais. Donc, j'aime ça aux 4 ans. Moi aussi, je fonctionne beaucoup comme ça, surtout pour le développement de l'enfant. Quand je regarde, mettons, les plus jeunes que j'ai commencé, ça a été à 5 ans. J'en ai eu des plus jeunes que ça, strictement en posturologie. Puis, écoute, ce qui est dommage, c'est que à cet âge-là, il faut que le parent soit impliqué à 100%. Si le parent n'est pas là pour aider à faire les exercices passivement ou en support, juste pour que le jeune soit concentré à faire 4 minutes de qualité, exemple, 4 à 5 minutes de qualité, alors on n'aura pas les résultats. Mais déjà, juste à utiliser la semelle posturale avec ces jeunes-là, écoute, c'est dommage parce que les résultats sont tellement incroyables qu'après 3 mois, le monde ne revienne plus. Fait qu'exemple, le pied qui était valgus ou qui était problématique, je regarde, mettons, des vidéos sur glace là, que je pourrais envoyer à Matt et qu'on mettra. Tu vois, le kid, il est complètement instable sur une jambe, là, puis il a de la misère à se propulser. Mais à cet âge-là, c'est pas... t'as pas besoin de chercher n'importe qui sur la planète regarde ça puis est capable de voir qu'il y a un problème d'un côté du pied, là, tellement que c'est flagrant. Puis là, tu corriges ça en dedans de 3 mois, tu mets l'accent sur la semelle, les exercices, puis on s'entend à cet âge-là, les exercices sont pas faits parfaitement. C'est juste pour te dire à quel point la semelle a un gros impact. Puis momentanément, les gens viennent plus te voir parce que il était venu te voir pour un problème de stabilité puis d'équilibre sur la glace. Là, il n'est plus là. Il est plus là. Mais il reste tellement d'éléments à travailler. Ça me purge. Moi, ça me fait chier. Ça me fait chier en maudit. En 3 mois, imagine ce qu'on a fait. Imagine ce qu'on va faire sur un an. Exact. Les gens ne comprennent pas encore l'importance du développement de l'enfant. Que si tu es à 4 ans puis tu peux amener ce kid-là pendant 3 ans à travailler tous ces éléments-là, jusqu'à 7, qui est à peu près le moment charnière, il y a une transition. Puis que là, après ça, tu peux faire de la motricité fine. Écoute, ça n'arrête jamais ce qu'on peut faire en plus avec ça, la neuro. Donc, renforcer ce message-là, parce que c'est les parents, à la fin de la journée, l'athlète à 4-5 ans, là, c'est pas lui qui décide, mais de renforcer le message comme quoi que, oui, peut-être que la raison de consultation, au départ, c'était, bon, les pieds fonctionnent, tu sais, c'est souvent les pieds au hockey, on va se le dire, là. Il est déséquilibré, il patine vers l'avant, il est trop droit, il se penche pas, sa foulée est pas bonne, blablabla. On les a tous entendus, là. Moi,
plus que je vois, là, ce que c'est rendu fou, là, c'est un plan scapulaire antérieur, mais majeur. Ouais. Fait qu'on le sait que c'est souvent causé par le pied, là, beaucoup. Là, Ouais. Mais là, tu peux pas développer de la vitesse si t'es penché en avant. Là, moi, je me mets toujours, pense à Brendan Gallagher. Ouais. Puis il pense à Nathan McKinnon. Ouais. Un, il est assis bien droite, il patine. L'autre, il est en avant, il est quasiment les jambes droites. Là, Ouais. Mais Gallagher, je veux enlever, là, mais de côté, je veux dire, je suis sûr qu'on évalue sa posture, il est en avant. Ouais. Surtout avec la quantité de blessures qu'il y a eu. Mais au-delà de ça, effectivement, le type de patin avec le dos courbé vers l'avant, juste d'un point de vue aérodynamique, t'es pas dans le game. Là. Non. Mais après ça, c'est que, bon, le pied, la position dans l'espace va affecter ta foulée. Le plus gros impact, c'est quoi? C'est que la jambe ne va pas être capable de faire une extension puis une flexion complète quand elle fait son aller-retour. Fait que tu as bien beau t'entraîner comme une machine dans le gym quand tu vas avoir 14, 15 puis jusqu'à la fin de ta carrière, tu vas venir avec des gros jambons qui produisent aucune force dans le sol. L'exemple classique pour notre chum Paul Gagné dit tout le temps, Nicolas Deslauriers, il dit écoute, il pèse 235, 240 livres de muscle, c'est une machine, mais tu le regardes sur la glace puis il avance pas. Puis plus qu'il ajoutait de la force puis du power, on dirait que moins qu'il avançait. Fait que, il disait qu'il était rapide. Il est quand même rapide en ligne droite, Nicolas Deslauriers. OK, ben c'est peut-être... Je pense qu'est-ce qu'il expliquait, c'est que ses Desmo étaient moins efficaces parce que justement, il est moins bon. Ça donnait un indicateur sur ses changements de direction. C'était ces changements de direction d'abord qui n'étaient pas efficaces? Ouais, mais on s'entend que Nicolas Deslauriers, c'est pas le patineur le plus explosif de la Ligue nationale, de toute façon. Il est quand même rapide. Ah ouais? Je suis quand même rapide. Je suis sûr que c'est pas... On ne parle pas ça à McDavid. Là, non. Mais il est quand même rapide. OK, fait que son top speed était quand même pas pire. C'était peut-être son accélération. Il disait qu'il avait une bonne force de démarrage, pas une bonne force de réaction. OK. Pas une force réactive. OK, fait que c'est changements de direction, agilité, etc. Ben, bref. Ce que je veux dire avec ça, c'est que si initialement, tu as fait le travail postural, tu as fait la réorganisation du système nerveux pour que tu puisses bien connecter avec tes muscles, comme tu dis tout le temps, ben, au final, quand tu vas arriver pour faire le vrai travail de force, de puissance puis de vitesse, quand c'est vraiment le temps que c'est important, ben, le transfert va se faire. Ben oui. On n'aura pas besoin de se casser la tête avec ça. On n'aura pas besoin de se casser la tête avec le fait que quand tu pousses dans la glace, ta lame, elle pousse pas contre la glace. Tu es en train de survoler la glace parce que tu cours pas sur la glace, exactement, à cause que t'as pas le pied dans le bon axe, finalement. C'est une question mécanique. Il y a une question nerveuse, mais une question mécanique aussi, que si t'es pas dans le bon axe, tu seras pas capable de produire de puissance, il n'y aura pas de transfert. Fait qu'on a bien beau faire l'entraînement que tu veux hors glace, tu peux pas aller voir le préparateur physique qui a la technique de vitesse. Malheureusement, c'est ça qui est déplorable, c'est que nous, on travaille avec n'importe qui. Il y a des gens qui choisissent de travailler qu'avec l'élite. Quand tu travailles avec l'élite, ça a tout le temps l'air beau. Parce que s'il leur manque 15%, puis que tu es capable de taper dans ce système-là de ton côté, ben, tu vas améliorer ces gens-là parce qu'ils sont déjà très, très bons. Mais si tu as un kid qui n'est pas très bon, qui joue puis oui, simple lettre, puis qui a des problématiques de mouvement, puis qui a des problématiques posturales, puis que tu es un parent, tu étais le jeune toi-même, ou tu es le coach, puis tu vois ça, il faut référer à des gens compétents qui sont capables de prendre ça en charge pour donner au moins le potentiel à ce jeune-là d'aller chercher le meilleur de lui-même. Puis le meilleur de lui-même, ben, c'est d'avoir tous ces systèmes-là qui sont optimisés et pas juste de se concentrer sur la préparation physique dont on voulait parler aujourd'hui, qui est la préparation dans le gym, où on lève des barres, on produit de la vitesse, on fait de la desmo, etc. Mais tout l'arrière-plan de ça qui donne les résultats qu'on met en ligne. Quand les gens regardent nos athlètes, c'est quoi le travail en arrière? Mais c'est le travail dans le bureau, à faire des tests visuels, à faire des tests de pied, puis à mettre de l'ordre là-dedans pour s'assurer que le jeune, après ça, ben, il se blesse pas. Je te dirais que c'est ce qui représente le plus nos carrières jusqu'à présent, c'est que les gars qui viennent nous voir, ben, ils n'ont pas de blessure quand ils commencent à faire le travail avec nous. Ils se blessent de moins en moins, puis c'est souvent ça. Moi, je dis souvent qu'un athlète qui se blesse pas, c'est de la performance. Parce que dans le fond, quand tu te blesses, tu fais toujours un petit step back. Hein? Tu es toujours comme un petit peu, là, OK, tu vas revenir de ta blessure. Fait que là, dans le fond, tu passes du temps dans ta réadaptation. Fait que tu as fait un step back, tu n'es pas en train de t'optimiser, tu n'es pas en train de progresser, tu n'es pas en train de devenir plus fort, plus explosif, plus ci, plus ça. Tu es en train de faire de la réadaptation de ta blessure.
Fait que quelqu'un qui se blesse pas, ben, il est toujours en train de progresser. Ouais. Moi, c'est tant le même que je le vois. Ben ouais. Je trouve que quand mes athlètes me disent ça, c'est le fun. Depuis que j'ai commencé dans ce qu'on fait, notre entraînement, je me blesse plus. J'ai plus besoin de le faire traiter. J'ai moins en moins besoin de le faire traiter. Bon, là, j'ai moins d'amis physio puis qui à cause de ça. Parce qu'ils ont moins besoin des services. Mais non, mais ça, comme je dis, quelqu'un qui se blesse moins est toujours en train de s'améliorer, ça, c'est sûr. Puis, ben, je pense quand même, je continue à le dire, combiner ton entraînement estival à continuer à faire l'entraînement pendant ta saison, c'est une autre bonne façon d'éviter les blessures. Surtout si tu vas aller voir quelqu'un qui est compétent, qui va s'assurer que tu travailles de la bonne façon puis qu'il a bien programmé tout ça. Ouais, les autres sportifs, on est en train, mais c'est drôle qu'on a parlé de ça aujourd'hui, parce que ça va être justement fait pour tout le monde. On est en train de mettre en place 2 types d'entraînement pour des enfants. Puis là, tu vas peut-être m'aider même dans mon choix de décision. Là. On part un groupe, je n'étais pas sûr encore si on faisait plus jeune, ça serait comme 5-9 ans, puis après ça, un groupe 10-14 ans. On s'enligne pour ces âges-là. Puis justement, on veut intégrer justement du sensoriel. Le but, dans le fond, c'est de voir ce qu'on a à travailler. Un peu, ce qu'on a vu aussi avec les réflexes, des balles, etc. On est en train d'implanter ça, puis ça va partir sous peu. Puis ça va être Hazard qui veut prendre ça en charge parce que ça l'intéresse. Il veut vraiment travailler avec les jeunes, puis je trouve ça vraiment cool. C'est quelque chose que ça fait longtemps que je pensais faire. Manque de temps, trop de préparation autre que ça. Mais moi, ça me motive vraiment de partir ça. En partant, j'ai mes 2 filles, c'est les 2 premières clientes qui rentrent dans les cours. J'ai une fille de 6 ans, une fille de 12 ans. Les 2 vont faire ça. C'est que je vais être en confiance de ce qui va être travaillé. Oui, on va faire... C'est un petit cours de groupe. On veut faire 6